Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce dernier atelier et de partager avec nous les 3/4 d'heure où on a beaucoup de choses à vous montrer. Avant de commencer, j'ai une question pour vous. Quel est le point commun entre Élise et le tigre ? Vous n'êtes pas très inspirés ? Je vais vous parler de digitalisation des processus, de support à la recherche dans ce cas-là. À travers le témoignage de l'Université de Louvain. Donc moi je suis Dorothée Schran, je suis directrice du secteur public et j'ai la chance d'être accompagnée par Xavier et Alice pour partir à la recherche du tigre. Je vais laisser Xavier se présenter. Oui, Xavier Lepau, je suis directeur du support à la recherche au sein de l'Université catholique de Louvain. Et en fait, je suis le client satisfait qui vient parler avec plaisir de la solution qui nous a permis de franchir une étape dans notre digitalisation et notre traitement de données. Je suis Alice Dancourt et je suis chef de projet chez Neoledge et j'ai aidé à la mise en place de la solution Élise à l'Université catholique de Louvain. Donc du coup, on a, comme je te disais, 3/4 d'heure pour vous parler de Neoledge, d'Élise, de Tigre, de l'université. Le sommaire, il est assez classique, sans beaucoup de surprises. On vous parle d'abord de Neoledge, de l'université. Xavier pourra présenter ses missions. Qu'est-ce que c'est que le projet Tigre ? Parce que là, vous allez voir qu'il y a bien un point commun entre Tigre et Élise. On vous fera une petite présentation de la solution, parce que voilà, on aime bien aussi montrer la solution. On est fiers de notre solution et de montrer comment elle peut s'adapter justement et comment elle répond mieux. Et puis après, on fera un petit bilan et on fera un point sur les perspectives, puisque comme le dit Xavier, on a déjà mis en place un premier projet, mais on a encore beaucoup de choses à faire ensemble. Donc voilà pour le programme. Je commence par un petit point sur Neoledge, parce que je pense que vous ne nous connaissez pas tous, ou pas encore. Donc Neoledge, on est un éditeur français spécialisé dans les solutions de gestion documentaire, de GED. On fait du courrier historiquement, mais on sait aussi faire l'ensemble des processus et traiter l'ensemble des documents. On est un groupe indépendant avec une croissance très forte et on est présent aussi bien en Europe, en Amérique, et on a une forte implantation aussi au Moyen-Orient. Vous pouvez rencontrer aussi certains de nos partenaires avec qui on travaille et qui peuvent aussi déployer Élise. Et ce qui est important de savoir, mais on reviendra dessus juste après avec les références, c'est qu'on peut accompagner l'ensemble des collectivités, l'ensemble des structures, l'ensemble des entreprises dans leur transformation numérique. En quelques chiffres, Neoledge, c'est plus de 10 millions de chiffres d'affaires, avec un fort réinvestissement dans la recherche, parce qu'on veut pouvoir toujours proposer des solutions plus innovantes et plus riches, et on le verra juste après, notamment avec l'intelligence artificielle. 115 collaborateurs qui sont là justement pour vous accompagner sur l'ensemble des projets. Et accessoirement, on peut être commercialisé via toutes les centrales d'achat, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ces centrales pour venir nous voir. Qui sont nos clients ? Vous voyez qu'on a beaucoup de logos. On a choisi de faire une espèce de sapin de Noël de logos. Pourquoi ? Pour vous montrer l'ensemble des références, et on n'en a pas toutes mises. On est très implanté sur le secteur public, aussi bien sur les villes. On a quand même beaucoup des plus grandes villes de France, de Nice à Lille en passant par Paris. On est bien implanté dans les départements ou les régions, et puis sur les ministères. On fait du public, mais si je ne dis pas qu'on fait du privé, je vais me faire attraper, parce que dans la salle, on me regarde. On est évidemment implanté aussi sur la partie banque assurance, je ne vais pas y arriver. Et puis sur tout ce qui est secteur privé, notamment les coopératives et les transports. Voilà pour nos références. Vous voyez que c'est très large et très riche. Qu'est-ce qu'on fait avec Élise ? Qu'est-ce qu'on peut apporter avec notre solution, avec Élise Cloud, puisque comme je le disais tout à l'heure, on est éditeur en mode SaaS. Donc Élise, c'est d'abord et avant tout une solution de GED. Une solution de GED, alors tout le monde parle de GED, tout le monde dit j'ai une GED.
mais vous n'avez pas encore ELISE, donc vous n'avez pas encore la bonne GED. ELISE, c'est l'ensemble des processus, l'ensemble des documents. On peut vraiment proposer une GED transverse en proposant à la fois les documents, la recherche, les dossiers, et on aura l'occasion justement de revenir sur la partie dossier juste après. On sait faire de la GEC, la gestion électronique de courrier. Donc vous recevez sûrement des mails, vous recevez peut-être encore du courrier papier. Tout ça, ça peut être traité dans ELISE avec toute la notion de workflow, de réponse. On a des belles présentations là aussi sur le stand. Vous pouvez venir nous voir pour comment on gère le courrier. Il y a des points spécifiques là-dessus parce que nous, on ne reviendra pas sur le courrier dans cette présentation. On a toute une partie de workflow aussi, parce que qui dit document, le document il doit vivre, il doit être validé, il doit être modifié. Donc on peut proposer aussi les workflows intégrés. Qui dit document dit validation des documents, donner des valeurs de preuve, donner des signatures, donc on est parapheur. Et pour terminer, parce que voilà, on a déjà un bon point, vous voyez, et on fait aussi tout ce qui est capture de l'information, enregistrement de l'information, que ce soit de la numérisation ou de l'information qui vient d'autres sources de données. Avec, au milieu de tout ça, beaucoup d'intelligence artificielle de plus en plus pour pouvoir automatiser les processus. Et c'est pareil, Alice nous montrera comment ça fonctionne tout à l'heure. Juste une parenthèse, parce qu'on ne va pas redétailler tous les points, on est une solution SaaS, c'est ce qu'on disait, donc on va vous proposer l'ensemble des services autour d'ELISE, que ce soit l'outil, que ce soit l'exploitation, la supervision, l'ensemble des services est proposé. Et juste quand même s'arrêter sur les notions de sécurité, de souveraineté des données, parce qu'évidemment on y est tous sensibles. On va mettre dans ELISE l'ensemble des documents de la structure, et donc il faut pouvoir garantir le fait que ces données, elles sont sécurisées en France, sur des clouds souverains, et donc tout ça c'est ce qu'on peut proposer en termes de solutions, en termes d'offres globales. Ça c'était mes 3 mots sur ELISE. Je vais laisser Xavier maintenant présenter un peu plus l'université de Louvain. Alors, l'université de Louvain, c'est la première université francophone de Belgique. En fait, on est actif sur 8 sites différents. On a environ 40 000 étudiants, dont 20% sont des étudiants internationaux. Donc, et en fait, il y a beaucoup de Français dans les étudiants internationaux, donc beaucoup de gens viennent chez nous. On est un tout petit peu français aussi parce que nous faisons partie d'une alliance européenne. Beaucoup d'universités sont dans des alliances européennes et nous sommes dans une alliance européenne avec 8 autres universités, dont Université Paris-Cité. Donc on a beaucoup de contacts avec eux concernant la mise en place de projets. Ce qui est important derrière, c'est que peut-être 2 éléments. Nous avons à peu près 3600 chercheurs, enfin c'est des équivalents temps plein, hein. Donc ça correspond à environ 5000 chercheurs, parce qu'il y en a beaucoup qui font à mi-temps. Ces 5000 chercheurs, ils développent des projets, ils ont besoin de financement, et c'est un peu toute la raison pour laquelle nous voulions aller vers ELISE, et on en parlera un peu plus tard. Dans les 190 000 alumni, peut-être 2 noms, Monseigneur Lemaître, l'inventeur du Big Bang, et Erasmus. Voilà, donc on est très fiers de ce dernier-là. Ouais. Alors, oui, on peut aller déjà un peu plus loin dans les chiffres. Nous sommes une université complète. Et ça correspond à peu près à 316 millions d'euros d'investissement annuel dans la recherche. Donc c'est ce qu'on arrive à mobiliser, dont la toute grande majorité vient de bailleurs publics et quelques bailleurs privés, quelques entreprises. Et voilà, c'est à peu près 2500 projets de recherche par an. Alors, donc, si on peut aller plus loin, voilà. Donc on a une administration de la recherche et de la valorisation, qui supporte en fait tous ces processus, tous ces chercheurs, pour faire en sorte qu'ils puissent casser les frontières de la connaissance et aller plus loin. En fait, le chercheur ne doit se préoccuper que de son projet de recherche, pas de toute l'administration qui est autour. Ça, c'est notre rôle, de faire en sorte que tout roule pour le montage de son projet, pour les projets octroyés, enfin voilà, que tout ça se mette en place.
et on peut aller plus loin encore, hein, donc comme ça, parce qu'on laisse le temps à l'application plutôt qu'à parler de l'organisation qui est derrière. Donc le projet Tigre, qui est pour traitement informatisé de gestion de la recherche, c'était un projet capital pour nous. Donc les universités en fait sont des univers où il y a plein de choses qui bougent, les chercheurs cassent les codes, mais par contre l'administration est toujours extrêmement lente et très rigide. Et donc on était encore et on est encore une bonne partie très manuelle. Et donc il fallait arriver à pouvoir transformer ça et avoir quelque chose de plus complet. Donc la vision qu'on avait derrière ce projet Tigre, c'est que toute notre digitalisation des processus de gestion de la recherche devait être soutenant évidemment par rapport aux chercheurs dans le sens où ça simplifie leur travail, parce que on apporte directement une bonne solution à ce qu'ils doivent faire. Mais aussi interconnecté parce que, encore une fois, une université, je vous ai dit, il y a énormément de chercheurs. Quand vous avez deux chercheurs ensemble, en fait, ils ont toutes. C'est comme une université, c'est pas une grande organisation, c'est un ensemble de PME où chaque chercheur est libre de faire ce qu'il veut et de développer ses propres solutions par rapport aux thématiques de recherche. Et c'est très important que ça reste comme ça. Et donc, ça veut dire aussi qu'on a une floraison d'outils qui existent un peu partout et qu'il faut absolument connecter et interconnecter entre eux. Donc, ça fait partie des défis qu'on devait relever avec Tigre. Après, il fallait évidemment que ce soit fiable, transparent et cohérent, parce que rien n'est plus embêtant que de renvoyer surtout quand vous avez des gens qui sont très, très intelligents, très critiques et très attentifs aux détails, comme peuvent l'être les chercheurs. Si vous leur renvoyez des informations qui ne sont pas exactement comme ils attendent qu'elles devraient être, c'est très embêtant. Et enfin, ça change tout le temps. La recherche, c'est ça. On casse les frontières. Et donc, quand vous lancez un projet de recherche, il y a tout de suite d'autres projets de recherche qui sont liés. Vous avez des avenants, vous avez des modifications, il y a un partenaire qui s'en va, vous devez sortir d'un projet de recherche. Il y a plein de documents tout autour qui tournent autour de ça et qui sont nécessaires d'être gérés de façon dynamique et intelligente. Voilà. Donc ça, c'était notre vision. Et cette vision, on a commencé avant l'attribution du marché à faire une thèse de doctorat sur le cahier de charge, puisque c'est comme ça qu'on fait. Donc dans l'université, on travaille très fort pour essayer de définir ça. Donc on a fait un très beau cahier de charge qui nous a servi de base. Et alors ça nous a permis en fait de sélectionner évidemment le fournisseur de solutions. Et alors, en fait, Élise, on ne l'a choisi pas parce que c'était le moins cher, donc ça, il n'était pas trop cher, mais ça faisait pas partie des critères les plus sélectionnants. C'était le fait que dans tous les cahiers de charge, c'était le fournisseur de solutions qui répondait le mieux avec un produit sur mesure. Nous ne voulions pas un produit plutôt sur étagère. Nous ne voulions pas d'un projet qui soit développé en interne pour nous, parce que sinon on n'en serait jamais sorti. On voulait un produit sur étagère, et c'est le fournisseur qui est venu avec un produit sur étagère qui a mieux compris notre cahier de charge et qui l'a transformé en quelque chose de dynamique et d'intéressant. Donc on l'a choisi, on est parti avec eux. Et on a démarré en 7 ans. C'est quoi 7 ans? Parce que c'est dans une université, tout est rythmé par un rythme académique, et donc on ne peut pas démarrer avant 7 ans. Donc on démarre en septembre, même si on était déjà bien. On a défini toute une série de choses, et alors à l'intérieur de ça, on ne se rend pas compte, mais il y a eu beaucoup d'allers-retours sur l'adaptation de l'architecture et tout, qui sont faites de façon extrêmement partenariale. Et voilà. Et donc on est arrivé à un moment où on avait une ancienne application. Je n'ai pas dit ça. Nous avions quand même quelque chose qui était informatisé avant, mais qui était largement insuffisant, très peu flexible, pas du tout adapté. Et on l'a arrêté le jour du réveillon de Noël. Et on a croisé le doigt. Et on a démarré Élise 2 semaines après. Ce qui est bien aussi parce que dans une université, la période de Noël, c'est la seule période où tout le monde se repose.
Donc il n'y a pas vraiment, personne ne fait d'appel, rien. Il n'y a rien qui se passe. C'est vraiment c'est la trêve de Noël est une vraie trêve à l'université. Mais pas pour tout le monde, pas pour les gens d'Élise, enfin de Knowledge, et les gens du projet qui ont vraiment permis de démarrer ça à fond et de façon parfaite au démarrage. Et voilà, maintenant on est un peu plus loin, donc c'est pour ça qu'on présente le projet. Ça fonctionne. Je fais un scoop déjà, sinon je ne serais pas là. Oui, on aura le temps de revenir tout à l'heure sur le point d'arrivée, où on en est, les premiers bénéfices qu'on peut avoir. Maintenant, je vous propose de trouver le point commun et de vous expliquer quel est le point commun entre Élise et Tigre. Donc Xavier a pu vous montrer qu'il y avait un vrai besoin au niveau de l'université d'organiser les projets de recherche, d'organiser l'ensemble des documents qui permettent d'avoir le financement. Donc du coup, nous on a pris Élise, et c'est ce que dit Xavier, une des forces d'Élise, c'est que c'est un outil catalogue. Alors le catalogue est très vaste dans les fonctionnalités qu'on propose, mais c'est un produit qu'on développe. 35 personnes qui sont au quotidien à travailler sur Élise et qui peut du coup démarrer tout de suite. Donc on sait le premier jour que Élise est fonctionnelle. Et après on va travailler ensemble justement pour définir quels sont les processus, quels sont les documents qu'on va gérer. Et donc là on a fait rentrer Tigre dans Élise. Tigre, c'est des projets de recherche, comme le disait Xavier. L'objectif, c'est d'avoir les informations, quels sont les sujets de recherche, quelles sont les informations autour de ces recherches. Qui dit projet dit besoin de financement, donc c'est ça qu'on va gérer dans Élise, donc à travers des propositions. Alors au niveau des vocabulaires, proposition égale demande de financement, donc chaque proposition, chaque demande va donner lieu à un certain nombre de documents qui vont enrichir la description de cette proposition, et puis au final l'objectif est bien d'avoir des octrois, d'avoir le financement. Donc on va retrouver des documents d'octroi et budget. Très synthétiquement, parce qu'on a beaucoup d'autres choses et beaucoup d'autres documents là-dedans, mais c'est sur ça qu'on va zoomer, et donc c'est un petit peu l'architecture qu'on a aujourd'hui. Élise, donc ça c'est notre brique Élise, elle n'est pas toute seule, c'est ce que je vous disais, on a mis de l'IA, on en mettra encore, donc là on a dès maintenant la possibilité d'indexer automatiquement, et Alice vous le montrera juste après, les propositions pour optimiser et aller plus vite dans l'enregistrement des documents. Élise, son objectif, c'est d'être utilisée par l'ensemble des collaborateurs, évidemment. Donc on va l'utiliser à travers une interface simple, full web, ergonomique. Donc il y a aussi un gros travail qu'on peut faire sur la partie ergonomie. Alice vous le montrera juste après. Et on voit aussi qu'il peut y avoir une interactivité au niveau d'Élise et des documents via l'IA. Je pense qu'on a déjà beaucoup parlé, si vous avez assisté à d'autres conférences, on parle IA un petit peu partout, et nous aussi. Élise n'est pas tout seul. Évidemment, l'université ne nous a pas attendu pour avoir d'autres structures, d'autres outils. Et donc, Élise s'interface, et on a mis en place beaucoup de synchronisation avec des référentiels, notamment sur les annuaires, puisque les chercheurs, les promoteurs, etc., les partenaires sont déjà dans les autres applications. Et puis surtout, qui dit budget, dit lien nécessaire avec les applications liées au financement. Et donc, on s'est interconnecté avec SAP. C'est un petit peu théorique, mais tout ça pour vous remettre un petit peu le cadre. Élise, le tigre dans Élise, le cœur du tigre, on le met dans le sens qu'on veut, mais ça permet ça marche, ce que dit Xavier, c'est important, mais ça nous a permis de gérer l'ensemble des documents liés au support de la recherche. Je parle d'Élise depuis tout à l'heure, on vous propose de le montrer, donc on va travailler sur et vous montrer plusieurs choses. D'abord le pilotage, parce que c'est intéressant d'enregistrer des documents, mais si on enregistre des documents, c'est aussi pour savoir ce qu'on fait, pouvoir avoir des résultats, quelles sont les priorités, quelles sont les informations. On va vous montrer aussi comment on navigue dans Élise, comment on se sert d'Élise au quotidien, comment on enregistre des documents, parce que si j'ai des documents quand je navigue, c'est bien parce qu'il y a quand même eu un travail en amont. Comment on utilise l'IA, je vous disais qu'on voulait parler d'IA, on va en parler, la création des dossiers, et enfin la génération des documents et l'intégration dans le SI. C'est beaucoup de mots, on va passer tout de suite à la phase pratique. Juste avant la démonstration en live, on vous a ressorti un exemple de
tableaux de pilotage, il y en aura d'autres. Il y en a d'autres et il y en aura d'autres. L'idée, c'est que là, chacun au niveau de l'ADRE, déjà, il puisse avoir une vision de tout ce qui est fait, des nombres de documents, des nombres de propositions, des nombres d'octrois qui ont été réalisés. Et ça, on pourra aussi le redescendre au niveau des instituts, parce que c'est aussi important que chaque institut, chaque entité ait la vision des propositions et des budgets. Je te laisse reprendre la main, Alice. Merci. Donc là, on va faire l'exercice en live de vous connecter à la plateforme pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Normalement, on a Internet, ça doit marcher. Ça marche. Alors, ici, nous sommes directement sur les tableaux de bord dont Dorothée vous a parlé juste avant. On en a plusieurs. Pour ma part, étant administrateur de la plateforme, j'ai accès à tous les tableaux de bord, mais ces derniers peuvent être bien sûr filtrés selon les métiers et les rôles des collaborateurs qui se connectent à Élise. Pour commencer, on peut avoir un tableau de bord, ce qu'on va appeler standard, avec différents widgets qui vont nous permettre soit d'avoir une vue par classement, donc là c'est selon les différents financements. On appelle ça vue dynamique parce que je peux les déplier et directement avoir accès aux documents. On peut aussi, grâce à ces 3 widgets-là par exemple, déposer et créer des documents, donc pour soit créer une proposition, un projet ou par exemple un document juridique. Dorothée vous a parlé également de l'IA. On a un formulaire ici, Form Recognizer, qui nous permet d'intégrer une proposition et d'avoir une indexation automatique. On y reviendra tout à l'heure. On peut aussi avoir des widgets avec ce qu'on appelle des compteurs qui vont nous permettre de remonter certains documents. Je peux avoir des favoris, une prise de notes, mais aussi des liens vers Internet ou un intranet ou un extranet. On a différents tableaux de bord. Ce qui est intéressant aussi d'avoir, c'est un tableau de bord plutôt de pilotage. Et donc on retrouve des widgets avec des vues dynamiques, toujours soit par entité, les projets par entité, propositions, octroi, mais également par pays. Tout ça peut être personnalisé et paramétré, bien sûr, par les administrateurs de la plateforme. Et nous avons en dessous des graphiques avec des statistiques qui nous permettent d'avoir une vue d'ensemble sur les statuts, les propositions, les octrois, etc. Si on veut avoir un tableau de bord pour tout ce qui est suivi, on a par exemple un tableau de bord suivi des octrois qui vont donc concerner les budgets des propositions. On a toujours des widgets compteurs qui nous permettent d'avoir une vue d'ensemble sur les octrois selon leur état, donc en préparation, diffusé. Et on a un élément commun à tous les tableaux de bord qui est cet élément central, donc le tigre, qui est un raccourci vers un lien intranet. Donc là, tu viens de nous montrer qu'on pouvait avoir plusieurs tableaux de bord parce qu'on a différents métiers, parce qu'on a différents objectifs. Et donc chacun, alors c'est ce que tu dis, là il y en a beaucoup, mais chacun a le tableau de bord dont il a besoin. Exactement. Ça, c'est le point d'entrée dans Élise. Mais en fait, là, ce qui va nous intéresser, c'est de voir un peu plus les documents, un peu plus les contenus. Ok. Est-ce que tu peux nous montrer la liste et les documents ? Oui, c'est possible. Là, sur le compteur, en cliquant sur le compteur, par exemple, octroi à corriger, je vais avoir une liste avec tous les octrois qui ont un statut octroi à corriger. Donc on arrive sur une vue ce qu'on appelle tabulaire avec des colonnes qui sont bien sûr paramétrables et personnalisables selon l'ordre, etc. Et si je veux avoir plus d'informations sur un octroi en particulier, il me suffit de cliquer dessus et je vais avoir le contenu, mais également les informations relatives à ce budget, à cet octroi, pardon. Et donc là, à gauche, on voit aussi, on peut mettre tout de suite en valeur l'architecture et la hiérarchie dont on parlait tout à l'heure. Une proposition, un octroi, un budget. Et donc on reviendra dessus juste après. Mais on a tout de suite la partie contextuelle. Exactement. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recherché un octroi dans une liste. Donc c'était, on a un accès assez global. Mais si je veux rechercher un octroi, j'ai une barre de recherche qui est accessible partout sur la plateforme où que je sois et je vais avoir une liste de documents avec mes initiales qui correspondent et qui sont une référence. Donc par exemple, si je clique sur cette proposition, je vais avoir toutes les informations nécessaires. Si par contre je veux rechercher de manière plus précise, je peux avoir une recherche qu'on appelle multicritère. Donc ici, on va avoir une recherche avec plusieurs champs que je peux remplir
Donc des champs propres à la proposition, au projet ou à l'octroi. Tout ça est également paramétrable et c'est ce que nous avons fait avec les équipes de Louvain en déterminant quelle métadonnée allait être un critère de recherche. Et ici, je vais pouvoir rechercher directement selon les champs plus précis. Donc là, on a vu, tu peux rechercher de façon simple, tu peux rechercher par une recherche très précise, qu'on appelle la recherche avancée. Et puis ce que tu nous as montré tout à l'heure et sur lequel tu peux peut-être revenir, c'est sur les vues dynamiques qu'on a aperçues au départ. Exactement, on a plusieurs vues dynamiques qui sont également paramétrées en amont. Alors elles ne sont pas forcément toutes visibles par les métiers, mais encore une fois, je les vois toutes car je suis administrateur. Mais on peut avoir plusieurs vues dynamiques. Si par exemple je veux avoir tous les octrois par entité, je peux les avoir ici. Et en effet, c'est une vue dynamique que nous avons déjà vue sur un tableau de bord, le tableau de bord de pilotage, et tout ça est également paramétrable. Et donc ça permet à chaque utilisateur aussi de naviguer, parce que là tu nous montres ceux qui sont enregistrés, mais en tant qu'utilisateur, moi si je réfléchis différemment, si j'ai besoin de choses différentes, je peux les paramétrer. Exactement. Donc là, en quelques clics, on vient de voir un petit peu comment fonctionne Élise, la liste des résultats, l'affichage à chaque fois des métadonnées, de la description du document. On n'a pas montré de pièce jointe, mais évidemment, quand il y a des fichiers, on peut les voir. Et donc, vous voyez qu'on peut retrouver aussi très simplement l'information par la recherche ou par la partie vue dynamique. C'est ça. Ça, c'était le premier point, parce que c'est important de voir un petit peu, et la navigation dans le produit, elle est importante. Maintenant qu'on a vu que tu pouvais naviguer sur les octrois, on peut peut-être en créer un. Commencer par la proposition. En fait, je suis en train de te dire n'importe quoi. C'est d'abord l'octroi et ensuite la proposition. La proposition et ensuite l'octroi. Et le budget. En effet, on peut donc créer une proposition. Donc là, j'ai changé de tableau de bord. On peut aussi remarquer qu'on a changé de code couleur, ce qui nous indique que ce n'est pas les tableaux de bord pour le même métier et ce n'est pas les mêmes sujets. Donc on retrouve toujours les compteurs et ce tigre. Et on a les widgets qui nous permettent de créer des propositions. Donc ici, un widget avec une proposition manuelle où on va saisir les champs. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une indexation automatique avec l'IA. Donc, je prends un dossier de proposition, un document de proposition, en PDF que je fais glisser dans mon widget. Juste en dessous, pour avoir un accès plus rapide, j'ai directement mis un compteur en fait qui pointe vers les documents qui ont été autorisés et indexés avec Form Recognizer. Donc pour aller le chercher, il me suffit de cliquer sur le compteur et j'ai ma proposition qui est ici. Ça, c'est le document donc PDF que j'ai ajouté au widget. Et dans le fichier et dans mon onglet information, je vais retrouver tous les champs qui ont été pré-remplis. Hop, excusez-moi, je mets pour que ça soit plus lisible, voilà, qui ont été pré-remplis avec les éléments qui sont dans le document PDF de la proposition. Donc là, tu es en train de nous dire que tu as juste glissé le document en live. C'est ça. Que tu as attendu une demi-seconde. C'est ça. Et que ensuite, là, on a déjà l'ensemble des informations. Alors l'ensemble, peut-être pas, on n'est peut-être pas exhaustif, mais beaucoup d'informations qui permettent de traiter de comprendre le document et de pouvoir le décrire. Exactement, j'ai quelques informations à remplir manuellement qui ne sont pas présentes dans le document. Mais une fois ces informations remplies, je peux enregistrer le document. Alors là, tu es peut-être passé un petit peu vite, mais on peut ajouter, enfin tu t'es ajouté d'ailleurs, tu t'es autoproclamé gestionnaire. De financement. Mais on a vu que tu peux ajouter des contacts, et là c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on s'appuie bien sur les référentiels de l'université, et donc les organismes, les partenaires ne sont pas recréés à la volée, mais sont bien ceux qui sont enregistrés dans les référentiels. Exactement, si je veux rechercher... Donc là, je me suis également en organisme partenaire. Et donc j'enregistre les informations. Et tous les champs sont remplis. Donc tout est rempli, tout s'est rempli automatiquement, automagiquement, mais comment on peut avoir confiance et comment on peut savoir que c'est juste ?
Alors dans le document, j'ai une pièce jointe donc, qui est la proposition que j'ai ajoutée, mais on a également un suivi de l'extraction des propriétés. Et donc de ça, on va avoir une analyse avec tous les champs, donc avec un langage un peu plus technique, qui sont les appels à projets, etc., qui sont des champs qui ont été remplis automatiquement, leur valeur et surtout leur taux de confiance ici, où on peut le paramétrer. Donc nous, on a paramétré un taux de confiance à 75%, et de ce fait, on peut vérifier ici les données. Donc ça nous permet, tu viens de nous montrer qu'on capte l'information et on est capable de l'extraire automatiquement. C'est ça. Maintenant, si en tant qu'utilisatrice, tu voulais avoir un peu plus d'informations sur le document, est-ce que tu peux poser des questions en live ? C'est possible. On va avoir donc toujours le document, un assistant IA qui est accessible via le bouton ici, qui va ouvrir un chatbot auquel je vais pouvoir poser des questions. Par exemple, on va lui demander de faire un résumé du document. Donc le document, c'est vrai qu'on l'a parcouru un peu vite, mais il fait 20 pages, c'est un document en anglais. Et là, on voit qu'on nous fait un résumé en quelques secondes. On peut voir aussi qu'il est en français, donc l'IA va en fait automatiquement faire le résumé, enfin répondre à la question dans la langue du logiciel. En l'occurrence, j'utilise Elise en français, donc ça va me répondre en français, mais on peut lui demander de faire la traduction. Si on cherche des mots-clés ? On peut lister les mots-clés. Voilà, en quelques secondes, l'assistant nous a renseigné une quinzaine de mots-clés présents dans le document. Donc ça, c'est une extraction, mais on peut lui demander, par exemple, les principes, lister les principes clés. Donc là, l'assistant analyse le document, il prend un petit peu plus de temps parce qu'il va aller chercher l'ensemble des informations et puis d'extraire les sujets précis et les points importants. Exactement, donc là, on a six principaux points clés. Ok. Donc là, ça permet à l'utilisateur qui doit qualifier la demande, qui doit vérifier, d'aller plus rapidement et d'être guidé vers un certain nombre de réponses. Et donc ça, évidemment, ça s'applique à tous les documents, à tous les types de documents. Et c'est une vraie aide à la décision et à la valorisation. Donc là, maintenant, on a créé notre proposition, on a vu qu'on savait l'analyser. Maintenant, on a dit proposition égale budget. En octroi. Octroi. On va d'abord faire un octroi et ensuite on va pouvoir créer un budget. J'ai sauté une étape. Donc dans l'arborescence, on en a vu en effet qu'on pouvait avoir des dossiers et des sous-dossiers. Et on a un assistant à la création de dossiers qui va nous permettre d'ajouter donc soit des documents de proposition ou un octroi. Nous aujourd'hui, là tout de suite, ce qui nous intéresse du coup, c'est de créer un octroi. Et de suite, on va avoir cette arborescence qu'on avait déjà vue tout à l'heure quand on avait fait une recherche de documents. Et pareil, comme tout à l'heure, on a des champs qui sont pré-remplis. Donc le dossier parent, c'est tout simplement la proposition. L'identifiant de l'octroi est automatiquement rempli en lien avec le dossier parent et c'est un calcul qui est automatique et qui fait un identifiant unique. Ici, on peut rajouter un identifiant de l'octroi, un acronyme également si on le souhaite, modifier le titre s'il le faut. On a le statut de l'octroi qui est automatiquement en préparation car nous venons de le créer et toujours des champs obligatoires à remplir avant d'enregistrer le document. Et surtout, comme c'est un sous-document de la proposition, on peut voir ici qu'on a un élément qui s'appelle héritage. Et si je le déplie, je retrouve en fait tous les éléments qui ont été pré-remplis et remplis dans la proposition qui sont directement renseignés dans l'octroi. Donc on n'a pas de double saisie à faire sur ce document. Donc là, tu viens de créer l'octroi. C'est ça. Et je peux l'enregistrer. Voilà. Et cette fois-ci, octroi égale budget ? Exactement. C'est la suite. Donc, sur mon octroi, j'ai également la possibilité de créer un sous-dossier ou un document. En cliquant ici, on peut voir qu'on a différents documents, un avenant dont a parlé Xavier tout à l'heure, un budget et une fiche de démarrage. Si on veut créer un budget, il nous suffit tout simplement de l'ajouter au dossier. Et donc là, on va avoir notre arborescence finale avec la proposition, l'octroi et le budget.
On retrouve dans les informations toujours des informations à remplir manuellement qui vont être propres au budget. Hop, on retrouve toujours notre carnet d'adresses ici. Hop. Donc là, c'est pareil, tu t'appuies sur le référentiel pour Exactement. pouvoir choisir ton contact, créer les différents montants. Donc c'est pareil, on ne peut pas tout pré-remplir, hein, mais il y a un certain nombre de champs qui sont à compléter à chaque étape. Donc je peux enregistrer mes modifications et au même titre que sur le dossier d'octroi. Ici, je vais avoir mes héritages de la proposition qui sont toujours les mêmes champs que nous avons remplis et nous avons également les champs précédemment remplis dans l'octroi qui sont également renseignés dans le budget. Donc les seuls métadonnées, les seuls champs que nous avons à remplir dans le budget sont des champs qui propres au budget. Donc là, on a saisi les informations. Ces informations, on verra juste après qu'elles vont être transmises. Mais est-ce qu'on peut les afficher de façon plus lisible pour pouvoir les partager peut-être avec d'autres utilisateurs ? Donc, ici, dans le gestionnaire de pièces jointes, je vais ajouter un fichier. On peut voir ici qu'on a une fiche budgétaire qui est reliée au budget. Donc je vais utiliser le modèle. Donc là, pareil, vous avez travaillé en amont avec l'équipe de l'université pour décrire ce que vous aviez besoin, ce que vous vouliez afficher. En laissant quelques secondes, on va pouvoir voir afficher l'ensemble des données. Donc là, c'est en train de se convertir. C'est un petit peu long. Oui. Mais l'idée, c'est bien d'avoir les métadonnées qui vont servir à la recherche, qui vont servir au classement, mais aussi à la valorisation sur un document. C'est ça. Donc ici, on a un modèle qui nous avait été fourni par l'équipe de Louvain, avec lequel qu'on a travaillé ensemble, avec une en-tête et un pied de page propre à l'université, avec des champs. Et nous avons ajouté les informations qui sont directement reprises du volet information dans le document. Si je veux modifier, ajouter des informations, il est possible d'éditer le fichier et en éditant le fichier, la suite Office, donc Word, va directement s'ouvrir. Je vais pouvoir faire mes modifications et elles seront enregistrées dans Elise. Parfait. Et donc la dernière étape, on a la proposition, l'octroi, le budget, je vais le mettre dans l'ordre, et on l'envoie du coup vers SAP. Exactement. Donc là, ce qu'on souhaite envoyer, c'est l'octroi. Donc là, ça va envoyer toutes les informations de l'octroi et tous les sous-dossiers, donc en l'occurrence ici, le budget. À côté de l'action personnalisée de création de documents, on a une action de diffusion. Ce bouton permet d'afficher un formulaire créé donc avec Néoform et nous allons pouvoir remplir des champs qui sont obligatoires sans lesquels on ne peut pas envoyer. Je remplis. Je ne vais pas appuyer sur valider parce que c'est vraiment connecté à SAP Finance. Mais dès que je clique sur valider, toutes les informations précédemment remplies plus les pièces jointes et ces champs obligatoires sont envoyés à SAP qui va pouvoir recevoir le dossier de financement de la proposition. Merci Alice pour ce tour un peu rapide mais déjà bien complet. Tu t'as pu nous montrer que Elise nous offrait une interface ergonomique qui nous permet de naviguer à travers les tableaux de bord, les recherches, la liste de résultats, qu'on savait gérer des dossiers, une hiérarchie, une liste de dossiers hiérarchiques contrôlés qu'on peut définir. On sait s'intégrer au SI puisqu'on a vu on captait et les référentiels et le lien avec le SAP. Et puis, on a fait un petit passage par l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est beaucoup de fonctionnalités d'Elise. On vous a pas tout montré, évidemment, parce qu'Elise, c'est beaucoup d'autres choses. On vous a pas parlé de toutes les fonctionnalités qui étaient liées à l'IA. La classification automatique, la possibilité de faire des propositions de réponse. On a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. La notion de workflow, on n'a pas pu la présenter non plus. Et le parapheur électronique, on ne l'a pas fait non plus. Donc c'est un peu perdu dans les slides. Ouais, désolée, j'étais où ? Donc si vous voulez savoir un peu plus, on est encore ce soir sur le stand et puis on pourra vous faire aussi des démonstrations plus particulières. Je propose qu'après cette présentation du produit, on revienne un petit peu sur le retour d'expérience, sur où on en est par rapport au projet. Et donc de te relaisser parler et de te relaisser la main à Xavier. D'abord par un petit point où on en est. Donc du coup, si on reprend un petit peu le planning qu'on a vu tout à l'heure, le marché, le début de l'implémentation, on a arrêté, on est en prod. Et donc là, on est juste 3 mois après la mise en production. Quel est ton premier bilan et ton premier retour après cette mise en production ?
Bon, vous avez tous remarqué que Jolien van der Roora est une spécialiste dans les troubles de développement langagier. Donc j'espère que vous savez, on est très bon là-dedans. Donc si vous avez envie de travailler là-dedans, développer un projet, n'hésitez pas, venez chez nous. Mais ça c'est juste une parenthèse publicitaire pour nous. Donc en fait, quand on regarde ça, effectivement, FNRS, c'est le Fonds national de recherche scientifique, c'est un peu le CNRS chez vous. Le FNRS nous finance. C'est un petit peu différent de chez vous dans le sens où le FNRS ne possède pas la propriété intellectuelle et c'est toute la propriété intellectuelle aux universités. Ce qui n'est pas la même chose chez vous, hein, parce que c'est beaucoup plus complexe chez vous que chez nous, pour une fois. Et donc, ça veut dire que quand on a un octroi, c'est très intéressant, dans le sens où ça permet de lancer un chercheur, mais ça permet aussi de démarrer la diffusion, démarrer la réflexion sur la détection des résultats valorisables plus tard. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière qui peut sortir, etc., etc. Tout ça se base sur le fait que l'argent arrive convenablement au bon moment chez la bonne personne, chez Jolien qui va engager Camille Bonnet, pour pouvoir faire en sorte que le projet démarre. Vous avez vu, il y a des documents qui ressemblent à des fiches docs, etc. Parce que c'était un peu notre processus avant, qui était un processus papier. Et on n'est pas passé à un truc complètement automatisé. On aurait pu avoir un beau truc où on ne voit pas tous ces documents qui apparaissent, mais c'était impossible de le faire par rapport à la culture d'entreprise de toute université où il y a des centaines de personnes qui travaillent avec des méthodes, des systèmes qui sont difficilement changeables comme ça. Donc c'est pour ça que la gestion du changement est clé là-dedans, pour pouvoir faire en sorte que les gens s'approprient petit à petit les mécanismes, la façon dont on diffuse, la façon dont on met les choses en place, qu'ils ne soient pas trop perturbés par rapport à ce qu'ils ont l'habitude. Bon, ils ont toujours ce fichier papier qui ressemble au fichier papier qu'ils avaient, sauf que maintenant c'est sur un écran. Enfin, c'est pas grave, de moins en moins. Et après, on pourra peut-être passer à une étape un peu différente plus tard. Mais tout ça permet de faire. Donc je vous dis, on est dans l'université. Alors en université, les gens sont toujours critiques. Toujours, c'est normal, ça fait partie du métier. Donc quand vous faites proposer quelque chose, c'est normal que tout le monde voit ce qui ne fonctionne pas. Et c'est comme ça que la science avance, c'est parce qu'on critique ce qui existe pour faire avancer. Donc nous sommes dans un processus où on met en place les choses, où les gens ne sont pas forcément hyper dans le truc en disant ouais, on va y aller, c'est fini, on avait notre truc en papier, on y va, on va tous dans Tigre. Tigrilis. Non, en fait, il y a une appropriation du produit qui doit se faire. Et c'est là-dedans qu'on est. Et c'est là-dedans aussi qu'on est hyper content d'avoir Neoledge avec nous, parce que on n'est pas abandonné par un fournisseur qui nous a fourni une solution et qui est fini. Non, vous êtes avec nous, donc c'est bien. Et on accompagne le changement dans ce système-là. Donc l'accès partenarial est vraiment important. Alors, à plusieurs moments, évidemment, dans tout projet informatique, il y a des moments de doute. Est-ce qu'on a choisi le bon truc? Est-ce qu'on a pris la bonne organisation, etc. Mais là, il y a eu du respect dans les engagements respectifs et de l'écoute mutuelle. Donc Neoledge a une solution sur étagère, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'adapter la façon dont on implémente cette solution. Et c'est ce que vous avez fait. Et vous l'avez fait de manière agile. Et donc, en fait, on est tous stupéfaits à l'université que le produit fonctionne, quoi. Donc, c'est pas normal. Normalement, ça prend 5 ans. Et ici, on est... si ça prend 5 ans après pour faire le changement culturel, c'est pas gênant. Donc, c'est pas vrai, ce sera gênant. Mais c'est pas, on n'est pas du tout dans un système on est dans un système où le retard éventuel par rapport au programme très très ambitieux qu'on s'était donné n'est pas lié au fournisseur, mais est lié vraiment à la culture propre de l'université. Ça a été complexe de le mettre en place. On a pris un peu de retard, mais
je trouve qu'on est beaucoup plus loin que ce à quoi je m'attendais. Hein. Donc je suis content, ça fonctionne. Les chercheurs ont leur argent. On peut retrouver, alors qu'avant on devait passer un temps infini et essayer de retrouver dans des papiers où se trouvaient les contrats, etc. Maintenant on y arrive de façon facile et on est confronté à des questions complexes là maintenant, de partenariats responsables avec des entités avec qui on ne veut plus travailler ou on ne peut plus travailler. Avant c'était complexe de retrouver. Aujourd'hui avec Élise on retrouve ça facilement. Où est-ce qu'on en est? Alors ce qui nous embête pour l'instant, c'est que on se rend compte que tout le document qu'on avait avant, puisqu'on on a rapatrié tous les documents qui venaient de notre application précédente, mais tous ces documents ils sont mal documentés, mal référencés, mal renseignés, et c'est très frustrant. Hein. Donc vraiment très frustrant de se trouver dans une étape où on aimerait bien beaucoup plus de structuration, beaucoup plus de qualité dans les produits qu'on avait, enfin dans les contrats qu'on avait avant. Donc ça c'est notre challenge maintenant, c'est d'améliorer la qualité de nos données pour pouvoir arriver à avoir, je dirais, quelque chose qui soit fluide, qui donne une expérience fluide sur la totalité des années qui sont intégrées dans le système. Alors nous on est moins étonnés que ça marche parce qu'on a l'habitude de faire des projets qui marchent quand même, mais on est content d'avoir travaillé avec vous. Alors et on n'a pas fini, hein, on a des nouvelles perspectives, on a bâti des fondations, mais tu as d'autres projets. Donc ça c'était la première étape hein, qui s'adresse aux administrateurs justement. Oui, donc en fait on avait essayé pourquoi est-ce que cette tigre était vraiment quelque chose de critique pour nous? Parce que nous avions essayé de faire ce même mouvement il y a à peu près 8 ans et c'était un échec complet. Enfin pas tout à fait complet parce qu'il y a quand même un morceau qui fonctionnait, mais la vision globale de vision intégrée dans laquelle le chercheur pouvait introduire sa proposition de projet, récupérer en fait tout ce qu'il avait déjà réfléchi, parce que une fois sur 2, une fois sur 3 ou parfois une fois sur 10, il n'a pas le financement. Mais par contre, la proposition qu'il a faite, toute l'information qu'il a dedans, elle peut la réutiliser pour d'autres projets, pour faire d'autres choses, etc. Donc c'est intéressant ça. Et donc notre vision de départ c'était ça, c'était de pouvoir offrir quelque chose de complet avec une expérience fluide depuis le chercheur jusqu'à l'administratif qui doit traiter le dossier, y compris ensuite l'institution qui doit vérifier si telle ou telle mesure devrait être bypassée parce qu'elle ne rapporte pas assez par rapport à l'investissement qu'on met dedans. Mais en fait, ça, c'était pas possible. Donc, on a décidé de travailler par étapes. On a fait Tigre Fondation, qui est ce que Élise propose maintenant et qui fonctionne. Et on voudrait ajouter à cela des choses supplémentaires après, qui est une série d'autres fonctionnalités. Par exemple, on va faire du reporting un peu plus différent, donc du reporting intelligent du style. Je travaille dans le développement, le trouble du développement langagier. J'ai complètement oublié. Merci de m'avoir rappelé. Je vais demander, je vais envoyer un truc de chocolat à Camille Bonnet et à Yoline van der Hoogera pour effectivement. Et donc, si on veut faire l'idée, c'est si on veut faire une extension en se disant, tiens, le trouble du développement langagier, ça a un lien avec l'intelligence artificielle, mais ça a un lien aussi avec l'informatique, ça a un lien aussi avec le microbiote. Donc la façon dont on se nourrit et la façon dont on avance, il y a plein de choses qui peuvent être liées. Comment créer un projet transversal autour de ça? On pourrait le faire avec toutes les données qui sont collectées au sein d'Élise, enfin au sein de Tigre, et après développer, mettre en place. Tout ça, c'est des choses qu'on voudrait mettre en place après. Et puis aussi connecter avec d'autres applis. Et puis enfin, c'est que on veut un Tigre vitrine qui soit complètement ouvert et à la limite même avec des accès open data pour
pour d'autres choses, pour faire de la science ouverte, pour faire du data repository, de manière à ce que quelqu'un qui a envie de développer un projet à l'Université catholique de Louvain, d'abord il a bien raison, c'est la meilleure université, mais à part ça, il peut le faire aussi avec d'autres universités, d'autres partenaires, mais il peut le faire et publier ses résultats de façon complètement transparente pour qu'il soit accessible à toute la communauté universitaire ou la communauté de chercheurs du monde entier au travers d'actions. Et ça, bon, on pense qu'avec le socle qu'on a mis en place avec Élise, il y a ce qu'il faut pour y aller plus loin. Mais de toute façon, on a confiance parce que vous allez être aussi avec plein d'autres partenaires. Donc, même si votre système ne permettra pas tout, il sera intégrable dans des tas d'autres choses par la suite. Voilà. Donc, on est content d'être parti avec vous. Merci. Du coup, ce sera le mot de la fin, puisqu'on a déjà un peu dépassé le timing. On n'a pas le temps de prendre les questions. S'il y en avait, où on est disponible pour la suite, on ne s'enfuit pas tout de suite. Là, juste après, ou sur notre stand. Donc, on vous remercie pour votre attention, et puis on espère vous revoir bientôt. Au revoir. Merci à vous.